Chapitre 25. Ce fut le lendemain matin qu'ils le trouvèrent. Après une nuit blottis ensemble sous le toit en plastique d'un arrêt de bus, perdu en pleine campagne. Léo, Grace et Jennifer, peut-être les 3 dernières personnes encore en vie en Grande-Bretagne, voire dans le monde. Léo avait passé la nuit entière à regarder à l'horizon de la longue route surplombée de branches feuillues qui craquaient et sifflaient dans l'obscurité. Mélancolique, il croisait les doigts pour apercevoir au loin les minuscules points lumineux des phares d'une voiture. Dès que le ciel s'éclaircit, pour revêtir un gris déprimant, et qu'ils purent à nouveau voir où ils mettaient les pieds, ils repartirent sur la route, dans l'espoir de trouver un hameau ou une station-service avec un distributeur qui leur aurait enfin procuré de quoi boire et manger en toute sécurité. À chaque pas, la tête de Léo le faisait atrocement souffrir. La déshydratation et l'épuisement ne faisaient qu'aggraver sa migraine. Ils passèrent devant un ruisseau et hésitèrent à y boire. Mais maman et Léo secouèrent la tête de concert. Malgré la soif, ils ne pouvaient pas prendre ce risque. Pas encore en tout cas. Le gris du ciel se changeait en blanc maussade. On devait être en milieu de matinée, d'après Léo. Ils atteignirent enfin l'accès à quelque chose, une vieille route de goudron craquelé qui menait à une clôture grillagée, sur lequel était accroché un vieux panneau du ministère de la Défense, recouvert d'un panneau plus récent. Grace le lut à voix haute. Réaménagement du site par la société Etwitt et Hugle. Ce site est sous surveillance 24 heures sur 24. Il y aura peut-être quelqu'un, dit Léo. Il s'imaginait déjà tomber sur un vieux garde aux jambes arquées, accompagné de Saxon, son berger allemand, déterminé à faire son devoir jusqu'au bout malgré la fin du monde. Il serait un peu grincheux, et au début, il essayerait de les faire déguerpir d'un ton bourru avant de les prendre en pitié et de les autoriser à rentrer. Il leur fournirait un refuge et de quoi se nourrir, et en retour, eux 3 l'aideraient à ouvrir son cœur de pierre pour réapprendre à aimer. Un bon vieux téléfilm pourri, quoi. La route craquelée menait à une petite colline et passait devant un bosquet d'arbrisseaux. Il ne semblait pas avoir été planté volontairement. On aurait plutôt dit que Mère Nature les avait éparpillés par là pour reprendre ses droits. En haut de la petite colline, ils s'arrêtèrent. C'est quoi ? Demanda Grace. Ils avaient devant eux environ 1 hectare de terrain bordé de grillages, parsemé de touffes, de hautes herbes et ponctué à intervalles réguliers par de petites bosses de terre apparemment artificielles. Elles étaient parfaitement rondes, avec le dessus un peu plus aplati. Léo les compta rapidement. 27, 3 rangées de 9, uniformément répartis. Il aperçut aussi quelques bâtiments en béton, condamnés, et un préfabriqué de chantier. Il y a peut-être quelqu'un là-dedans. Ils se dirigèrent vers le préfabriqué, sur un chemin envahi de mauvaises herbes, entre 2 rangées de monticules. Chacun de ces derniers disposait d'un escalier sur le côté qui descendait dans une bosse et menait à une lourde porte en acier. Cela rappelait à Léo les blocos en ruine sur les plages de Normandie. Chaque porte était scellée par un lourd cadenas. Le préfabriqué aussi était fermé à clé. Ils frappèrent et patientèrent 1 minute. Puis Léo décida qu'il n'y avait personne et mit un coup de pied dans la porte frêle. Elle céda dans un bruit de ferraille. À l'intérieur, ils trouvèrent plusieurs chaises en plastique autour d'une table couverte de tabloïds, datant d'au moins 3 jours plus tôt. Les gros titres mentionnaient un footballeur arrêté pour avoir agressé un arbitre, une ancienne star de télé-réalité qui vivait désormais dans la rue, et enfin, un entrefilé sur la récente hausse de migrants africains qui affluaient en masse vers l'Angleterre. Il y avait un cendrier débordant de mégots, plusieurs tasses contenant un fond de café solidifié et une grosse lampe torche. Ils virent également une bouilloire vide et un petit frigo. Jennifer se précipita sur ce dernier et l'ouvrit.
Il contenait une bouteille de lait si vieux qu'il s'était séparé en 3 couches distinctes et répugnantes, mais aussi une bouteille d'1 litre d'eau entamée. Jennifer l'ouvrit. « Tenez !» dit-elle en l'attendant à ses enfants. Grace eut l'air dégoûtée. Léo attrapa la bouteille et prit une gorgée. « Elle est un peu vieille, mais ça va. » Il la passa à sa sœur qui goûta, méfiante. Elle fit la grimace, mais la soif l'emporta et elle but finalement plusieurs lampées. Léo l'imita, puis rendit la bouteille à maman. Elle renversa la tête en arrière et avala goulûment. Cela devait faire longtemps que cette eau était là, avec peut-être même la salive d'un inconnu dedans, mais cela ne les empêcha pas de la vider. Il n'y avait rien d'autre à boire, et pas grand-chose d'utile, hormis la lampe, dont Léo se saisit. Il actionna l'interrupteur. Elle fonctionnait. Ils sortirent du préfabriqué et repartirent par là où ils étaient venus. C'est alors que Léo remarqua que la porte d'un des monticules n'avait pas de cadenas. « Maman, regarde !» Il descendit les quelques marches et la poussa doucement. Elle s'ouvrit en grinçant. Maman secoua la tête. « N'y va pas, Léo. Il pourrait y avoir n'importe quoi là-dedans. Ou n'importe qui. Des junkies, par exemple. » De toute évidence, elle ne partageait pas l'espoir de Léo de découvrir un vieux garde barbu qui deviendrait leur ami. Il l'ignora et passa la tête dans le trebâillement. Dans l'obscurité, il distingua un mur qui décrivait un arc de cercle vers la droite et sur la gauche, un escalier en béton qui descendit en colimaçon dans les ténèbres. Il alluma la lampe torche. « Léo, s'il te plaît !» dit Jennifer. Oh, « Ça va, je veux juste jeter un coup d'œil. Il y aura peut-être quelque chose d'utile à récupérer. » Il continua à descendre et s'enfonça dans le noir. « Léo !» s'écria Grace. « Pour une fois, écoute ce que maman te dit !» Sans répondre, il continua lentement dans la spirale de marche jusqu'à ce que la faible lumière du jour disparaisse complètement et que ne subsiste que devant lui l'éclairage blafard de sa lampe torche. Enfin, il atteignit le bas de l'escalier et fit courir le vaisseau de sa lampe autour de lui. On aurait dit une sorte de bunker. Il y avait 4 lits en métal, un meuble à 3 tiroirs, des chaises pliantes et une petite table. Les murs de béton étaient peints en vert menthe et recouverts d'éraflures. Sur l'un d'eux, on avait apposé un tableau en liège orné de nombreux avis jaunissants, d'un calendrier Playboy au coin recourbé, d'un poster d'un groupe de rock avec des coupes de cheveux ridicules qui s'appelait Bon Jovis, et une connexion de cartes de baseball. « Léo !» appela la voix de maman, qui résonne dans l'escalier. « Ça va ?»« Ça va !» répondit-il. Il traversa la pièce pour aller examiner le calendrier. 1986. Ouh là là, il avait plus de 30 ans. Cet endroit était une véritable capsule temporelle. Il continua son exploration et trouva 2 portes. L'une menait à un petit cabinet de toilette. La cuvette en porcelaine à sec et décorée de toiles d'araignée. Il s'approcha de la deuxième et découvrit un trou grossier débordant d'échardes à l'endroit de la serrure. Quelqu'un avait dû la forcer par le passé, probablement la même personne qui s'en était débarrassée du cadenas en haut des marches. Léo poussa la porte et braqua la lampe sur l'interrupteur de la pièce. « Oh waouh !» souffla-t-il. « Jackpot !» À la lueur d'une bougie, ils engloutirent plusieurs canettes de jus d'orange, puis, leur soif enfin étanchée, ils s'intéressèrent aux boîtes de conserve. Chacune d'elles était affluée d'une étiquette grise de l'armée,
sur laquelle on pouvait lire la description dans une langue claire et concise. Haricots à la sauce tomate, 400 grammes, 2 portions, calories 400. Viande de porc, 100 grammes, 1 portion, calories 130. Pommes de terre pelées, 250 grammes, 2 portions, calories 160. Ça doit être une sorte de bunker nucléaire, suggéra Léo la bouche pleine. Un silo à missile, acquiesça Jennifer, les joues toutes rebondies de nourriture. Elle finit par avaler avant de développer. Ton grand-père m'a raconté qu'il en avait parsemé un peu partout tout le long de la côte Est. Il date de la guerre froide. Léo l'observa un instant. Elle farfouillait frénétiquement du bout du doigt dans une boîte de pêche au sirop pour en sortir un morceau. Il était rassuré par son ton. Pour la première fois depuis 24 heures, sa voix était raffermie. Elle n'était plus saccadée, fragile. Elle n'était plus l'équivalent vocal d'un ver perché au bord d'une table en équilibre précaire. Elle avait la voix de maman. Quel soulagement. Léo avait écouté son père. La veille, il s'était montré à la hauteur. Il avait détesté ça. Il était bien plus à l'aise en tant que suiveur qu'en tant que leader. À présent, ils avaient l'estomac bien rempli et un endroit sûr où dormir. Après 48 heures à ignorer si le reste de leur vie allait se compter en minutes ou en mois, ils avaient pour la première fois le sentiment de tenir bon, du moins pour le moment. La réserve était pleine de boîtes en carton remplies de boîtes de conserve et de canettes, l'endroit idéal pour surmonter l'apocalypse. « Un silo à missiles ?» répéta Grace. « Tu veux dire des missiles nucléaires ?» Oui, c'est ça. Mais il y en a plus, ma chérie. Ils ont fermé ces endroits à la fin des années 90, il me semble. Et il n'y a pas de risque de radiation, par exemple ? Répondit Léo. Je ne pense pas, non. Léo reposa sa conserve de cornets de bif et fouilla les cartons empilés à côté de lui. Il y a absolument de tout ici. Pas que de la nourriture, mais des médicaments aussi. Tant mieux. Tu as de l'aspirine ? Intervient Grace en tapotant son plâtre. Ça fait des heures que mon bras me fait super mal. Je vais regarder. Ah ! Il sortit un carton de médicaments. Comme la nourriture, chaque boîte était clairement étiquetée. Il faut faire attention, l'avertit sa mère. Les médicaments ont aussi une date de péremption. Ils sont peut-être plus bons. Oh, maman, relax, dit Léo. C'est juste de l'aspirine. Elle hocha la tête avec un sourire. D'accord, tu as raison. Léo ouvrit une boîte et sortit 2 aspirines d'une plaquette pour Grace, puis 2 autres pour lui. Le pire qu'il puisse arriver avec l'aspirine, c'est qu'elle devienne moins efficace avec le temps. Tu en es sûre ou tu dis ça au hasard ? Rétorqua Grace qui, elle aussi, semblait reprendre du poil de la bête. Oh, j'ai lu ça sur internet un jour, enfin, je sais plus où. Il lança ses cachets dans sa bouche et les avala avec une gorgée de jus d'orange. Grace leva un sourcil devant son attitude désinvolte, mais a fini par l'imiter. « Si je finis empoisonnée, ce sera ta faute. »« T'auras qu'à me faire un procès. » Ils reprirent leur repas en silence. Les murs en béton faisaient résonner les bruits des conserves qui s'entrechoquaient et les doigts qui se léchaient avidement. « Léo !» reprit Grace au bout d'un moment. « Je suis désolée pour ce que je t'ai dit hier. Je n'ai pas du tout envie que papa soit mort. » Elle serra les lèvres puis conclut. « J'espère qu'il va bien. » Moi aussi, acquiesça Léo. « Votre père est un survivant né, dit Jennifer. D'ailleurs, vous serez bien plus en sécurité avec lui qu'avec moi. » Tu te débrouilles très bien, maman. La rassura Léo en dépliant une jambe pour lui tapoter gentiment le pied. Tu nous as fait sortir à temps, juste avant que tous ces gardes de l'ombre ne soient bloqués. On a vraiment eu chaud.
tu penses qu'il vaut mieux être en dehors de Londres que dedans alors ? Demanda Grace. Léo crut d'abord qu'elle posait la question à maman, mais c'était à lui qu'elle s'adressait. Peut-être. Il haussa les épaules. Il n'en savait rien après tout. Enfin, probablement, finit-il par ajouter. Il y a des millions d'habitants à Londres, tu sais. Même si le virus ne s'infiltre pas dans la ville, il n'y aura jamais assez d'eau et de nourriture pour tout le monde. Les retombées après la catastrophe. C'est là que la majorité des gens meurent, mini-clown. Ce n'est pas le tremblement de terre qui tue le plus, c'est le chaos qui s'ensuit. Léo se souvient des images vues aux informations. De bidonvilles, de gens mourant de faim après avoir bu de l'eau polluée. Tu sais, fiston, un grand sage a dit que tout ce qui séparait la civilisation de l'anarchie, c'était 3 repas par jour et une connexion Internet. On fait bien mieux d'attendre la fin de la catastrophe ici, Serette. C'est beaucoup plus simple que si on était coincé à Hammersmith. Grace acquiesça. Soudain, elle s'exclama. « Vous vous souvenez de la fois où papa nous a emmenés camper dans les Rocheuses ?» C'est cet endroit qui t'y fait penser ?» dit Léo en désignant les murs en béton. « Non, c'est ça !» répondit-elle en levant la boîte de haricots. « Vous vous souvenez du ragoût au camping-car de papa ? Le truc horrible ?» Jennifer éclata de rire. « Ah oui, c'était vraiment immonde, hein !» Il avait insisté pour préparer à dîner dans une vieille casserole au-dessus du feu de bois. Il avait rempli la casserole avec un peu d'eau du ruisseau, puis s'était contenté d'y ajouter divers conserves et de faire bouillir le tout jusqu'à atteindre une consistance épaisse. Un truc du type porridge. Ce week-end-là, ils étaient partis camper avec une de ses collègues et sa famille. Et bien sûr, Grace était tout de suite très bien entendue avec les autres enfants, tandis que Léo gardait ses distances. Mais une chose avait permis à Léo d'être inclus dans le petit groupe. La soupe du survivant de son père, qui avait été déclarée immangeable à l'unanimité. Au final, il l'avait jetée dans les buissons, ce qui avait probablement fait le régal d'un grizzly, et avait repris les voitures pour aller manger au McDonald's le plus proche. Même lui avait fini par admettre que c'était raté, dit Jennifer qui sourit à ce bon souvenir. Comme quoi, songea Léo, il y en avait bien un ou deux. Soudain, ils entendirent un bruyant claquement métallique venant du dessus. Léo comprit immédiatement ce que c'était. La porte du bunker en dessous des marches. Merde! Est-ce qu'une bourrasque de vent les avait enfermés? L'idée qu'il et elle pût se retrouver enterrés vivants aussi bêtement le frappa telle une gifle. Merde, merde, merde! Puis il entendit quelque chose d'encore plus déroutant. Des bruits de pas. Une paire de bottes qui descendit lourdement l'escalier en béton. Maman tendit la main pour étouffer la flamme de la bougie, mais Léo la retient. Mieux vaut pas le surprendre, chuchota-t-il. Il n'avait aucun endroit où se cacher. Il valait mieux ne pas faire bondir cette personne, surtout si elle avait une arme, voire le doigt sur la gâchette. Sa mère acquiesça. Ils écoutèrent les pas se rapprocher. « Il y a quelqu'un ?» appela Jennifer. Les pas s'arrêtèrent. « Il y a quelqu'un ?» répéta-t-elle en essayant de prendre une voix calme et assurée. Silence. « Vous feriez mieux d'entrer de toute façon. On vous a entendu. » Encore un instant de silence, puis le grattement d'une chaussure sur le sol. Un pas, un autre, et encore un autre. Il se rapprochait de plus en plus fort, jusqu'à ce que, avec un raclement de semelles en caoutchouc sur le sol poussiéreux, une grande silhouette sombre n'abaisse dans l'encadrement de la porte, en bas des marches. « C'est à moi ce que vous mangez !» Quoi ? Oh ! Jennifer reposa rapidement la boîte de salade de fruits sur la table. Je suis vraiment désolée, nous ne... Autant que vous finissiez maintenant. De toute façon, il y a de quoi faire. La silhouette entra dans la pièce. C'était un homme, avec une boîte en carton dans les bras. Il la posa par terre, et on entendit le tintement des conserves qui s'entrechoquaient à l'intérieur. Maintenant qu'il se tenait plus près de la bougie, on pouvait distinguer ses traits. Il avait la peau brune,
et une épaisse barbe noire qui couvrait le bas de son visage. Il y a des quantités de nourriture comme celle-ci dans chacun de ces bunkers, dit-il en les examinant un par un de ses yeux marrons. Si vous n'êtes que 3, alors, Inch'Allah, ce sera suffisant pour nous tous.